Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. On lit dans le journal Le Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire en date du 6 août 1861 un bien macabre compte-rendu. C'est assez long, un peu plus d'une colonne, mais en page 3, après la chronique locale qui informe des obsèques de monsieur le docteur Escoffier et de la découverte d'un produit miracle pour boucher les crevasses dans les sabots des chevaux. Pourtant, c'est une sale affaire qui commence, une très sale affaire. Le 26 mai 1861, c'est-à-dire plus de 2 mois plus tôt, le 26 mai donc, peu avant minuit, une femme visiblement très agitée arrive en courant au village de Ballan, près de Montluel, actuellement dans le département du Rhône. Ses vêtements sont sales et ses cheveux en désordre. Elle est essoufflée et peine, semble-t-il, à rester debout. Elle jette des regards affolés dans toutes les directions. Mais aucune lumière dans le village, et pas âme qui vive. Elle entend soudain un bruit provenant de la place. Ce sont les sabots d'un cheval. Il vient dans sa direction. Dès qu'elle est à sa portée, elle se jette sur le voiturier et lui demande aide et protection. L'homme est surpris de découvrir cet inconnu dans la rue en pleine nuit, d'autant plus qu'elle est dans un sale état et très agitée. « Monsieur, je vous en prie, on a essayé de m'assassiner. Aidez-moi. » L'homme la croit aussitôt. Il la fait monter dans sa carriole et les voilà partis chez le garde champêtre. Il le tire du lit, mais au récit de la femme, lui non plus n'hésite pas. Il la conduit immédiatement à la gendarmerie de Montluel. C'est là que Marie Pichon, c'est son nom, raconte son histoire. Le matin même, dans le quartier de la Guillotière à Lyon, un homme qui ressemble à un cultivateur, avec sa blouse bleue, son chapeau noir et ses sabots, lui demande où se trouve le bureau de placement des domestiques. Il se dit jardinier dans un château non loin de là. Ce sont ses patrons qui l'envoient chercher une servante en remplacement de celle qui vient de les quitter. C'est une très bonne place. La paye est très bonne et les patrons faciles. Il annonce 200 francs à l'année, alors que les meilleures places se négocient à 160 francs. Même le travail n'est pas épuisant. Une place comme celle-là, Marie en veut. Elle a 25 ans et en fait 10 de plus. Elle n'en peut plus du travail harassant du soir au matin. La vaisselle à récurer, les tapis à battre, le linge à frotter et à repasser. Les patronnes toujours exigeantes et les patrons qui vous tripotent, elle n'en veut plus. Elle est sur le point de quitter sa place à la Guillotière, mais ne peut pas rester sans travail. Elle est veuve. Alors elle écoute les belles paroles de l'inconnu, en évitant de le regarder parce que, vraiment, il est très laid. Une grosse barbe noire qui cache à peine une bouche tordue, des cheveux noirs aussi, complètement hirsutes, des yeux effrayants. Il n'a pas belle allure, mais après tout, elle non plus. C'est un paysan comme elle, qui n'a certainement rien eu de plus que des coups de bâton depuis son enfance. S'il avait été un monsieur, elle se serait méfiée. Mais un paysan, à quoi bon ? Alors Marie, confiante, fait comme il dit. Elle emballe toutes ses affaires, ce qui ne fait pas grand-chose, mais quand même une malle et un carton, et les voilà partis tous les deux par le train du soir pour Montluel, où on arrive à la tombée de la nuit. L'inconnu charge la malle de Marie sur ses épaules et lui fait prendre un sentier désert conduisant dans les champs. Au bout d'un quart d'heure, il se plaint du poids de la malle et propose de la cacher dans un champ de colza assez touffu. Il promet de revenir la chercher le lendemain avec sa carriole à cheval. Marie accepte. Elle garde en main son carton et son parapluie. Ils continuent leur route, tantôt par les chemins déserts, tantôt à travers les champs sous prétexte d'abréger la distance. Il fait vraiment nuit à présent. Il est 11 heures du soir. Marie, qui en a marre de marcher et qui ne sait pas où elle va, demande à l'homme s'ils sont bientôt arrivés. « Oui, on y est, » répond-il. Et il lui jette un lacet sur la tête. On imagine une corde avec un nœud coulant. Marie a la présence d'esprit de lâcher carton et parapluie et de lever les bras. Son agresseur rate son coup,
COUP, et son cou, COU, et la malheureuse peut s'enfuir en courant à travers champs. Évidemment, elle ne connaît pas le coin et trace droit devant elle. Elle tombe à plusieurs reprises, déchire sa jupe et ses mains dans les ronces et les buissons, mais comme elle a le diable aux trousses, peu lui importe, elle court. Quand à la faveur de la lune elle voit se dessiner au loin les contours d'un village, elle s'espère sauvée. C'est le village de Ballan et un voiturier attardé va croiser sa route. Fin du récit de Marie. La malheureuse, encore échevelée, a face à elle une bande de gendarmes qui l'écoutent attentivement. Est-ce qu'ils vont la croire ? Eh bien oui. La brigade se met aussitôt au travail. On envoie des gendarmes dans toutes les directions. Au petit matin, on conduit Marie dans la campagne pour qu'elle refasse son trajet. Pas facile, c'était la nuit. Mais en partant de la gare, elle retrouve son chemin et même le champ de colza où le type a déposé la malle. Mais elle n'y est plus. Le carton et le parapluie non plus. Les gendarmes diffusent la description de l'agresseur. On surveille les gares et les routes, mais sans résultat. Le procureur impérial de Trévoux, nous sommes sous le Second Empire, et le juge de paix du canton ouvrent une enquête. Cette agression rappelle aux enquêteurs un crime commis 6 ans plus tôt et resté impuni. Oui, à l'époque, il n'y a pas de fichier informatique, il faut donc de la mémoire. Retournons donc 6 ans plus tôt, fin février 1855, quand des chasseurs trouvent dans les bois près de Tramois, un village qui touche Montluel, le cadavre d'une jeune fille. La mort est récente, probablement due à de nombreuses blessures à la tête. On ne sait pas qui elle est. On a alors recours à une toute nouvelle invention. On la photographie, elle ainsi que les objets qui l'entourent. Avec la photographie, la police vient de faire un pas de géant. C'est tout de suite évident. D'ailleurs, c'est grâce à ces photos que la victime de 1855 est identifiée. Elle s'appelle Marie Badet. Elle vient de Louhans, en Saône-et-Loire. Elle était aussi domestique à Lyon, comme Marie Pichon. L'enquête à l'époque établit que Marie Badet est abordée par un inconnu qui lui propose une place en or. Elle se laisse séduire, le suit, et on retrouve son corps dans un fossé. Les enquêteurs, qui n'étaient pas manchots, dressent même un portrait robot du séducteur. Taille moyenne, yeux profondément enfoncés sous l'arcade sourcilière, lèvres supérieures doubles et fendues. Pas vraiment un séducteur en fait, mais un bon baratineur, c'est certain. Les enquêteurs établissent qu'entre Marie Badet et Marie Pichon, l'inconnu a fait d'autres victimes. Toujours le même mode opératoire. Il aborde une jeune femme, lui promet une place formidable, l'emmène dans la campagne puis l'agresse. Certaines lui échappent en abandonnant leurs affaires et témoignent de l'agression. Ce qui permet à la police de comprendre qu'un inconnu à la lèvre fendue s'en prend dans la région à de jeunes domestiques. Il en tue certaines, mais celles-là ne sont pas en mesure de témoigner. La police de Lyon enquête, mais le type demeure introuvable. C'est grâce à Marie Pichon que les choses se précipitent. La disparition de la malle de Marie dans un laps de temps très court met la puce à l'oreille des enquêteurs. L'agresseur, doublé d'un voleur, ne doit pas habiter très loin du lieu de son forfait. Le signalement du suspect se répand dans la population jusqu'à l'oreille du garde champêtre de Dagneux. Il affirme qu'il sait où se trouve le suspect. Et le dimanche 2 juin 1861, remarquez qu'on ne chôme pas, le juge de paix du canton, accompagné du maire de Dagneux et de la gendarmerie, se rendent au domicile de Martin Dumollard, cultivateur. Ils ont en main un mandat d'arrêt. Ce nom-là, je ne l'invente pas. Le suspect, qui va bientôt devenir l'accusé, se nomme bien Dumollard. Ni vous ni moi n'aimerions porter un tel patronyme. Mais voilà, à la loterie, Martin n'a pas eu de chance. Pour ce qui est de l'origine, certains pensent qu'il désigne l'habitant d'un lieu nommé le Mollard, d'autres qu'il dérive du prénom Maurice ou Morin déformé en Mollard. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même, c'est visqueux. Les gendarmes, monsieur le maire, essoufflé et inquiet à l'idée du scandale, et le juge de paix
frappent à la porte des Dumollard. J'imagine que c'est madame qui ouvre, madame Dumollard, pour permettre à son époux de s'enfuir par la fenêtre. Mais j'ai peut-être lu trop de romans. On frappe en criant « Police, ouvrez !» Ah non, ça, c'est plutôt dans les films. Mais je ne sais pas ce que les gendarmes en 1861 disaient en frappant de bon matin à la porte d'un suspect activement recherché. Ils frappent. La porte s'ouvre sur Martin Dumollard qui affiche une ressemblance frappante avec le signalement de l'inconnu. 50 ans environ, taillé comme un Hercule, il est impressionnant. On entre. La maison se compose d'une écurie de laquelle on passe par un corridor obscur pour arriver dans la cuisine. Il y a là un lit placé au milieu de la pièce, une mauvaise table, quelques pauvres meubles et des ustensiles usagés. Les gendarmes, avec leurs pantalons bleu clair, leurs chapeaux à 3 cornes, bientôt dit chapeau de gendarme, et leurs fusils, n'y vont pas de main morte pour tout retourner dans la maison. Et ce qu'ils découvrent les encourage. Jupons, tabliers, robes, sous-vêtements de toute taille jaillissent des trop nombreux coffres du couple. Il y en a partout, de quoi ouvrir boutique. Martin Dumollard est aussitôt arrêté et conduit à Trévoux où il est confronté à Marie Pichon. Elle le reconnaît immédiatement. Pour faire bonne mesure, on arrête aussi sa femme quelques jours plus tard pour complicité de vol. Parce que oui, il y a chez le couple des objets qui, à l'évidence, ne leur appartiennent pas. En particulier de la lingerie féminine que l'épaisse Madame Dumollard ne peut à l'évidence pas porter. On expose tout ça pendant 5 mois dans une vaste salle du tribunal de Trévoux. Quelques objets sont reconnus, notamment ceux de Marie Badet, la femme retrouvée morte 6 ans plus tôt. On vient donc enfin, selon toute probabilité, de retrouver son meurtrier. La suite de cette histoire est encore plus sombre, nous dit le mémorial de la Loire et de la Haute-Loire, et il ne s'y trompe pas. Sur les révélations de la femme Dumollard, la justice se transporte dans les bois de Montmain et de Montaverne du 31 juillet au 3 août. Elle déterre 2 cadavres de femmes. L'une semble morte depuis 3 ou 4 ans, l'autre depuis seulement quelques mois. Depuis février précisément. On en est sûr parce qu'il est si bien conservé qu'il est reconnu par les 3 sœurs de la victime. Les pauvres femmes poussent des cris et fondent en larmes, on l'imagine. Dumollard, lui, reste impassible. C'est que pour lui, la fête est finie. Avec la perquisition et sa saleté de bonne femme qui a craché le morceau, plus moyen de s'en sortir. Il avoue sa participation au crime, bien obligé puisque sa femme l'a trahi, mais explique qu'il agissait pour le compte d'autrui. Il précise aussi que les victimes ont subi les derniers outrages, comme on disait alors, c'est-à-dire qu'elles ont été violées. Mais là encore, pas par lui. Les curieux arrivent de toutes les campagnes environnantes. Ce n'est pas tous les jours qu'on déterre des cadavres. Les journalistes aussi se précipitent. Parce que les boniches qui se font agresser, ça ne vaut pas un article, mais des macabées, ça oui. En témoigne l'article du 6 août dans le mémorial de la Loire et de la Haute-Loire dont je vous ai parlé en début de ce récit, un des tout premiers concernant notre affaire. Le journaliste appelle d'ailleurs ses confrères à relayer l'information pour, dit-il, appeler l'attention des personnes qui pourraient fournir de nouveaux renseignements à la justice. L'affaire prend peu à peu une ampleur nationale. Grâce aux journaux notamment. On est sous le Second Empire. Napoléon III est à la tête du pays. On ne peut pas dire ce qu'on veut dans les journaux concernant la politique. Mais pour ce qui est des faits divers sanglants, aucune restriction. On n'en est pas encore au déferlement gore de la fin du siècle, mais ça vient. Les quotidiens ne sont pas encore illustrés et le journaliste n'a donc que sa plume pour suggérer l'horreur. Dès le 8 août, soit 2 jours après l'article dans le mémorial de la Loire et de la Haute-Loire, les quotidiens parisiens Le Temps et Le Siècle le reproduisent intégralement. Il est très courant à l'époque que les journaux se recopient les uns les autres.
Puis c'est au tour du phare de la Loire, de l'indépendant de la Charente inférieure, et j'en passe. L'enquête continue. Un autre cadavre est découvert sur la commune de Boisse. Dumollard, cependant, conserve son sang-froid et son impassibilité. Il assiste sans pâlir ni manifester la moindre émotion aux lugubres scènes d'exhumation. De la foule assemblée surgissent des rumeurs menaçantes. Quel est donc ce monstre que la vue d'un cadavre ne fait pas tressaillir ? On exhume un autre cadavre qui ne porte aucune trace de blessure, si ce n'est une légère lésion au crâne. Les médecins supposent que la victime n'a été qu'assommée, puis enterrée vivante par son agresseur. En effet, dans le terrain humide et argileux où le corps a été déposé, les bras semblent s'être violemment contractés. Les mains crispées serrent convulsivement des boules de glaise. On monte d'un cran dans l'horreur et dans la curiosité populaire. Désormais, à chaque fois qu'une nouvelle perquisition doit avoir lieu, toute la population des environs quitte ses travaux. Il y a parfois jusqu'à 2000 personnes pour suivre les magistrats instructeurs. Quand ceux-ci s'arrêtent pour procéder à une fouille, les arbres des environs craquent sous le poids des curieux avides et haletants, hommes et femmes. Plus rien n'arrête les rumeurs. On dit que si Dumollard avouait enfin, le nombre de ses victimes serait effroyable, du jamais vu. On murmure même que Dumollard aurait un cimetière bien à lui. Les journalistes vont jusqu'à enquêter sur ses parents. Ils auraient eu tort de s'abstenir parce que c'est croustillant. Dumollard père, hongrois d'origine, aurait été écartelé en place publique pour trahison en 1814. Il laisse derrière lui une concubine miséreuse et enceinte et un premier fils, Martin, né en 1810. Un fils de traître donc, du pain béni pour les journalistes. D'autant plus qu'on ne sait rien de ce Dumollard qui ne fréquentait personne. On ne lui connaît pas de métier. On ne l'a jamais vu à l'église, au café ou à la foire. Quand on frappait à sa porte, il répondait sèchement en la tenant entrebâillée. Personne n'était bienvenu chez les Dumollard. Mais Martin Dumollard, que les journalistes désignent désormais comme le coupable ou l'assassin des servantes, nie être le meurtrier. Quand on lui demande de s'expliquer, il affirme « Quelquefois, j'avais des rendez-vous dans les bois avec des hommes grands et barbus qui me demandaient de leur amener des jeunes filles et me promettaient une belle récompense. Je leur en ai amené plusieurs, mais j'ignore ce qu'ils en ont fait. » Il dira plus tard qu'il a aidé ces hommes à jeter plus de 20 femmes dans le Rhône. Personne ne croit cette histoire extravagante, même pas son avocat. Dumollard en prison tente par 2 fois de se pendre. Il est donc plus étroitement surveillé. On l'enferme dans un cabanon de la prison de Trévoux. La femme Dumollard est également détenue à Trévoux. Elle nie et sa culpabilité ne peut être établie pour l'instant. Son mari lui a révélé un assassinat, c'est vrai, mais il n'y a pas participé. Difficile de prouver le contraire. Mais cette femme est très déplaisante, ce qui ne l'aide pas. On l'a dit acariâtre et foncièrement méchante. Ses colères fréquentes et ses emportements furieux contrastent avec le calme constant de son mari. En octobre 1861, on compte contre Dumollard 5 accusations de meurtre et 4 ou 5 tentatives. Mais toujours aucun mobile. Pourquoi Martin Dumollard a-t-il assassiné ces jeunes femmes ? Certainement pas pour le profit, puisqu'il n'a pas revendu les vêtements volés. Au contraire, ils ont été retrouvés chez lui, dûment classés et étiquetés, comme dans le vestiaire d'une morgue. Dumollard ne choisissait pas ses victimes au hasard. C'étaient toutes de jeunes domestiques arrivés en ville pour chercher du travail. Des femmes seules et isolées de leur famille et dont la disparition passerait inaperçue. Voilà qui expliquerait la longue impunité de l'assassin. Cet homme est-il un monstre, un monomane ou un fou ? S'interroge le journal Le Constitutionnel. On veut comprendre cette personnalité hors norme. C'est ce que le procès va tenter de mettre en lumière.
Il devra aussi déterminer combien de femmes il a tuées. Non que ça change grand-chose au sort qu'il attend s'il est jugé coupable. Il sera guillotiné. En décembre 1861, la Chambre des mises en accusation prononce le renvoi de Dumollard devant la cour d'assises de l'Ain, ainsi que de sa femme née Marianne Martinet. Lui est accusé de vol et d'assassinat, elle de complicité de recel. Le 22 décembre, les deux époux sont donc extraits de la prison de Trévoux pour être transférés à Bourg, aujourd'hui Bourg-en-Bresse, pour être écroués à la prison de cette ville. Dès 6h30 du matin, une foule de curieux stationne sur le chemin que doivent suivre les deux accusés. À 7h précises, Dumollard monte dans une charrette, sa femme dans une autre, 50 pas plus loin. La gendarmerie les accompagne. Les paris vont bon train. Quelques-uns parlent de l'acquittement de la femme, qui aurait subi l'influence brutale de son mari. Mais rien n'est moins sûr, car cette virago ne ressemble en rien à une femme soumise. Avant même que débute le procès, des renseignements arrivent aux magistrats par milliers, dit-on. Dumollard a été condamné 2 fois pour vol à 1 an, puis à 15 mois de prison. On apprend qu'il a, en 1845, transporté chez lui de nombreux objets volés dans des fermes de la Bresse. Un seul propriétaire en a reconnu plus de 50. Et on sait désormais que l'accusé n'a vécu depuis l'âge de 5 ans que de mendicité, de vagabondage et de vol. Le procès doit débuter le 29 janvier 1862. Le nombre des témoins s'élève à 70 et celui des pièces à conviction à 1250. Jamais une cour d'assises n'a vu autant de dentelles et de petites culottes. La liste des femmes agressées s'est allongée. Olympe Alubert, Joséphine Charletti, Jeanne-Marie Bourgeois, Victorine Perrin, Julie Farjat, Louise-Marie Michel. Toutes décrivent le même genre d'agression par le même individu, l'accusé Martin Dumollard. Elles sont formelles. D'ailleurs, elles ont retrouvé leurs affaires parmi celles découvertes chez le couple maléfique. Mais Eulalie Busseau, elle, n'est pas là pour témoigner. Parce qu'un jour, sa route a croisé celle de Dumollard et que depuis, on ne l'a jamais revue. Il avoue qu'il l'a conduite en forêt, mais toujours pour de mystérieux commanditaires dont il ne connaît pas les noms. Il y en a aussi 3 autres, ou peut-être 4. Il ne sait plus, parce qu'après tout, elles ne sont que de la marchandise. Il les a appréhendées de la même façon que les autres et amenées à ses commanditaires. Elles ont été violées, puis tuées, avant d'être précipitées dans les eaux du Rhône, près du pont du Barry, sur le territoire de la commune de Néron. Tel est le système de défense de Dumollard. Il n'était qu'un exécutant et il n'a tué personne. Il prétend même qu'il a fait peur à Marie Pichon, sa dernière cible, pour qu'elle s'enfuie et ne subisse pas le même sort que les autres. Au total, 6 victimes et 9 qui ont réussi à lui échapper. Quant à la femme Dumollard, sa participation au crime n'est pas prouvée. Mais elle en a eu connaissance et en a profité. Elle a détruit des preuves et porté les vêtements des victimes. Dès l'aube du 29 janvier 1862, les abords du palais de justice de Bourg sont envahis par une foule patiente qui attend sur le pavé mouillé l'heure où s'ouvriront les portes de la salle des assises. On voit là des gens de la campagne, de braves bressans en blouse et sabots, des femmes coiffées du petit chapeau typique de cette région. Il y a des curieux perchés sur les toits des environs afin d'épier la sortie de prison des 2 accusés et leur rentrée dans le palais de justice. Des agents de police et des employés du palais surveillent toutes les portes et exigent des cartes d'entrée. Comme au meilleur spectacle, on va refuser du monde. Les journaux de Bourg, de Genève, de Lyon et de Paris sont tous représentés. À 9h30, les jurés et les témoins entrent dans la vaste salle. Elle est impressionnante. Sur le mur, derrière les sièges de la cour, se trouve un Christ en croix. Si les accusés sont traités ici avec autant de justice que Jésus, ça promet. L'apparition de Dumollard déclenche un grand tumulte. Vêtu d'une blouse bleue, il est toujours taillé comme un colosse malgré la prison.
Sa tête enfoncée dans les épaules, sa barbe noire et touffue, ses cheveux broussailleux et sa lèvre proéminente lui donnent l'aspect d'un fauve. Martin Dumolard fait peur. Sa femme est plus sobre d'aspect, mais son regard sournois la dessert. Le président commence à interroger l'accusé. Il souligne son manque d'ardeur au travail et sa tendance au vol et au vagabondage. On le dit violent. Dumolard se défend en disant qu'il a fait la connaissance de mauvais hommes qui l'ont poussé au crime et dégoûté du travail. Lui se dit victime sur toute la ligne. Le président l'interroge sur les vêtements féminins retrouvés chez lui. 536 en tout. Nombreux sont ceux qui sont au-dessus de la condition de Madame Dumolard. Des coupons de dentelle, 50 mouchoirs, 57 paires de bas, 8 paires de jarretières, 38 bonnets, 10 corsets, 14 robes, aucune à sa taille. L'accusé répond qu'on a pu mettre dans cet inventaire tout ce qu'on a voulu depuis son emprisonnement. Mais la plupart, ce sont les mystérieux commanditaires qui les lui ont donnés. Ce type est complètement buté. Sa femme est ensuite interrogée. Elle affirme qu'elle pensait que les vêtements apportés par son mari étaient des cadeaux. Elle ne sait rien des assassinats ni des vols, sauf de celui qu'elle a spontanément dénoncé à la police comme une bonne citoyenne. Le lendemain, la foule des gens accumulés devant l'entrée du tribunal est encore plus considérable. On se cramponne aux grilles, on insulte les accusés quand ils entrent et sortent du palais de justice. À 10 heures, l'audition des témoins commence. Ils sont 40 à défiler jusqu'à 4h30. Le lendemain, ils seront 30. Aucun ne porte Dumolard dans son cœur. Voisins, gardes champêtres, gendarmes le trouvent louche et mauvais. Quand un témoin dépose contre Dumolard, celui-ci répond simplement qu'il ment, qu'il existe une machination contre lui. Les journalistes ne manquent pas de souligner l'effronterie des accusés et leur impassibilité devant les sinistres souvenirs évoqués pendant les débats. Leur froideur contraste avec l'émotion qui submerge certains témoins. La presse se déchaîne. D'autant plus que des ouvriers travaillant dans les bois de Tramois viennent de découvrir 3 squelettes vieux de 15 ans environ. 1 enfant et 2 femmes. Encore des victimes de Dumolard ? Difficile à affirmer, mais l'opinion publique n'a plus besoin de preuves. Bien sûr qu'il les a tués. Le lendemain est jour de plaidoirie. Maître Lardière, avocat de la défense, ne soutient pas la version de son client. Il ne croit pas au mystérieux commanditaire assassin. Il présente son client comme une bête fauve que la société a repoussée et qu'elle doit aujourd'hui protéger. Il lit une lettre de Victor Hugo sur la peine de mort en demandant au jury de repousser ce châtiment afin de participer au progrès de la civilisation. On félicite Lardière pour sa brillante plaidoirie, mais ça ne va pas suffire. Le 1er février, Dumolard est condamné à la peine de mort et sa femme à 20 ans de travaux forcés. À l'énoncé du jugement, elle fond en larmes. Lui ne témoigne ni trouble ni agitation, rapporte le Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire, notre guide dans cette sale affaire. La femme Dumolard a bénéficié de circonstances atténuantes. Elle n'a sans doute pas tué, mais elle était au courant des crimes. Elle lavait les chemises ensanglantées de son mari et de ses victimes. Elle s'est tue. Peut-être, comme le prétend son avocat, a-t-elle perdu toute volonté en vivant pendant 20 ans sous la domination d'un monstre. Une des premières demandes de Dumolard en tant que condamné à mort est de se faire raser la barbe et de se plaindre du poids des fers qu'on lui a mis aux pieds. 7 kilos, paraît-il. Pour ne pas se blesser, il les entoure de linge et prend un soin désormais minutieux de sa personne. Il se préoccupe beaucoup de la nourriture qu'on lui sert et se plaint que le saucisson de la prison soit moins bon que celui de son pays. Il dort très tranquillement. Le remords ne l'étouffe pas. De temps en temps, il s'inquiète de sa vigne et de sa vache, mais pas du châtiment qui l'attend. Dumolard est triste et monotone, pratiquement muet. Il ne lâche rien à l'aumônier qui vient le visiter.
Il reçoit tous les jours des lettres de gens qui l'exhortent à avouer ses crimes pour mourir en chrétien. Il en arrive de Grande-Bretagne, de Suisse, d'Allemagne, parce que ces crimes si terribles ont passé les frontières. Mais Dumollard s'enferme dans son mutisme. Le 28 février, son pourvoi en cassation est refusé. Ordre est donné pour que l'exécution ait lieu le samedi 8 mars 1862 à 7h du matin sur la place Bourgeat à Montluel. Dès le jeudi, un détachement de 50 hommes d'un régiment de lanciers de Lyon, 2 compagnies du camp de Sathonay, les brigades de gendarmerie de Trévoux, Chalamont, Montluel, Rayeux, Meximieux et Saint-André de Corey sont à la disposition du commissaire de police nommé spécialement par le procureur général. On attend beaucoup de monde. Le vendredi, on sort la guillotine des combles du palais de justice pour la charger sur un chariot recouvert d'une toile cirée. Elle se dirige alors lentement vers Montluel. Le samedi, à 4h10 du matin, le directeur de la prison et le gardien-chef entrent dans la cellule de Dumollard pour lui apprendre le rejet de son pourvoi en cassation et en grâce. Il retrouve sa femme avec laquelle il mange un dernier repas de charcuterie et de boudin qu'il dévore. Il boit sans retenue. Il essaie de la consoler. 20 ans, c'est pas si long. Elle sortira, tandis que pour lui, c'est bien fini. Les gendarmes lui passent les menottes et le font monter dans une voiture à cheval. Il a froid, un gendarme lui donne une couverture. L'aumônier a ôté son chapeau, ce qui n'est pas bien prudent par ce froid, lui fait remarquer le condamné. Il va attraper un rhume. Le cortège est escorté de gendarmes à cheval. Plus il se rapproche du lieu de l'exécution, plus la foule est dense le long de la route. On veut voir le monstre qui va mourir. À Montluel, c'est pire encore. Tous les cabarets sont envahis. Il y a des curieux jusque sur les toits. Toute cette foule grouille et chante face à l'échafaud. Aussi, c'est sabre au poing que les gendarmes de l'escorte se feraient un passage. La voiture s'arrête dans la cour de la mairie après 4 heures de voyage. Roulement de tambour, silence. Quelques secondes silencieuses s'écoulent avant que la portière ne s'ouvre. Dumollard descend sous les huées. Dans la salle d'audience de la mairie, le condamné s'approche du feu parce qu'il a froid. Le juge de paix l'adjure d'avouer ses derniers secrets. Mais il se dit innocent. Rien à dire. Par contre, le petit verre de vin de Madère, il en veut bien. À 6h, les exécuteurs se présentent. Ils lui attachent les pieds et les mains, lui coupent les cheveux et le col de sa chemise. Ainsi enchaîné, il descend les marches de l'escalier de la mairie, assisté de l'aumônier et du curé du village. La foule se met à crier son nom. Quand il monte les marches de l'échafaud, elle se tait. Le corps de Dumollard est fixé sur une planche. La lame s'abat comme l'éclair sur son cou. C'est fini. Le corps de l'assassin prend la route du cimetière de Montluel et sa tête celle de Lyon, car elle intéresse les phrénologistes. La phrénologie, c'est le langage des crânes, et les phrénologistes sont ceux qui les font parler. Ces savants très nombreux au XIXe siècle pensent que cette science est capable d'expliquer les pulsions humaines. Leurs adversaires, au contraire, estiment qu'elle n'est qu'une vaste supercherie. C'est de la phrénologie que viennent les expressions « avoir la bosse des maths et celle du crime ». Pour les phrénologistes, le crâne se divise en plusieurs aires qui commandent des penchants particuliers, allant du goût pour la musique à des tendances meurtrières. Pour connaître un individu, il suffit donc de lui palper le crâne. Tâtez le vôtre. Cette protubérance-là en bas à droite prouve que vous, qui m'écoutez, vous avez un certain goût pour le sordide. Pas de quoi passer à l'acte, bien sûr, mais le mal vous fascine, n'est-ce pas ? Martin Dumollard, probablement coupable, a été guillotiné. Pour autant, on ne sait rien de ses motivations. Son histoire de mystérieux commanditaire des bois ne tient pas une minute, si vous voulez mon avis. Il a tué des jeunes femmes, probablement plus qu'on en a identifié. Qu'on se rappelle seulement la quantité impressionnante de vêtements féminins retrouvés chez lui.
Il prouve le grand nombre de victimes, mais aussi que l'argent n'était pas son mobile. Il aurait pu revendre son butin, mais il a préféré le garder, le donner à sa femme. À l'époque, nous explique Frédéric Chauveau dans son livre « Les tueurs de femmes et l'addiction introuvable », les criminels sont classés en plusieurs catégories. Les jaloux, les meurtriers par accident, les sournois, les désespérés et les monstres. Dumollard est un monstre. Pour nous aussi, c'est commode et rassurant. Ça permet en quelque sorte de l'exclure du genre humain, de ne pas nous regarder dans le miroir qu'il nous tend. Dans les années 1860, on essaie de comprendre les pulsions criminelles. On parle de névropathes, de dégénérés ou de monomanes victimes d'une hérédité morbide. Frédéric Chauveau explique qu'on pense alors que les monstres seraient tantôt chauds, sous l'emprise de la colère, tantôt froids et donc calculateurs et cyniques. Ça n'est pas mal vu, car le tueur en série a souvent plusieurs visages. Il est violent au moment des crimes, mais limite décevant au repos. La Gazette des tribunaux décrit Dumollard comme un homme de taille et de corpulence ordinaire. Les journaux jusque-là l'ont constamment décrit comme un colosse, mais passons. Ses cheveux et sa barbe sont noirs, il baisse les yeux, et l'ensemble de sa physionomie révèle un mélange de timidité apparente et d'hypocrisie. On est loin du monstre qui rugit, blasphème et bondit sur le banc des accusés ou se tord de rage. Plus probablement, Martin Dumollard était un violeur et un tueur comme il en existe encore aujourd'hui. Un homme avide de sang et de violence qui ne peut contenir son envie de tuer des femmes. Il tue une première fois et comprend que c'est facile et jouissif, que les villes et les campagnes sont remplies de proies sans défense qu'il suffit d'attirer à l'écart pour leur ôter la vie et sans doute les violer. Sentiment de toute puissance et d'impunité. Une deuxième femme succède à la première, puis une autre et encore une autre, sans qu'on sache le nombre exact de ses victimes. Le mode opératoire est toujours le même puisqu'il fonctionne bien. Car même si certaines femmes parviennent à lui échapper, il reste impuni. C'est ce vertige de l'impunité qui le pousse à recommencer. Aujourd'hui, Martin Dumollard a le triste privilège d'être l'un des premiers tueurs en série. Même mode opératoire pour chaque crime, préméditation et organisation. Violence, sexe et mort sur des femmes sans défense. Le tueur en série est tout-puissant et il le reste même dans la mort en choisissant de ne pas avouer ses crimes, de ne pas donner aux familles des victimes et à la société la satisfaction de la vérité. Ces crimes ont tellement marqué l'opinion, la justice et la science que Dumollard devient aussitôt l'archétype, le point de comparaison. Les autres tueurs sont-ils aussi violents que lui, aussi sadiques, aussi rusés ? Il devient aussi le triste héros de livres et de brochures. L'éditeur Artem Fayard publie à partir de 1868 des revues illustrées de 32 pages pour 10 centimes. Elles s'intitulent « Les grands drames de la cour d'assises » et des auteurs tels qu'Alexandre Dumas n'hésitent pas à y contribuer. Dumollard fait partie de la première livraison. Ce criminel effroyable est une monstruosité, y lit-on. Avec sa femme, ils se sont associés dans la dépravation, pas un pour rattraper l'autre. Maxime Guffroy publie en 1869 Dumollard ou l'assassin des servantes. Il n'épargne aucun détail morbide au lecteur. En imagine s'il le faut. Comme quoi, vous n'êtes vraiment pas les premiers à aimer entendre parler des plus grands meurtriers de notre histoire. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce au site Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutouille.